Quatrième partie, la troisième loi, la facilité. Chapitre 11, avancer lentement mais sans revenir en arrière. Le premier jour de classe, Jerry Hulsman, professeur à l'Université de Floride, répartit ses étudiants en photographie argentique en deux groupes. Tous les élèves du côté gauche de la classe appartenaient au groupe quantité. Ils seraient notés uniquement en fonction de la quantité de travail produite. Le dernier jour de classe, il comptabiliserait le nombre de photos soumises par chaque élève. 100 photos donneraient la note A, 90 photos donneraient la note B, 80 photos donneraient la note C, etc. Quant aux élèves du côté droit de la salle, ils étaient affectés au groupe qualité et seraient notés uniquement en fonction de l'excellence de leur travail. Ils n'auraient besoin que d'une photo au cours du semestre, mais pour obtenir un A, il faudrait que l'image soit presque parfaite. À la fin de la période, il fut surpris de constater que toutes les meilleures photos avaient été créées par le groupe quantité. Au cours du semestre, ces étudiants avaient pris beaucoup de photos, avaient expérimenté la composition et l'éclairage, avaient testé diverses méthodes dans la chambre noire et avaient tiré des leçons de leurs erreurs. En prenant des centaines de photos, ils avaient perfectionné leurs compétences. Pendant ce temps, le groupe qualité misait sur la perfection. En fin de compte, ces élèves n'avaient pas grand-chose à exposer, excepté des théories non vérifiées et une photo plutôt médiocre. Il est facile de s'empêtrer dans une recherche de conduite optimale à adopter, le moyen le plus rapide de perdre du poids, le meilleur programme pour développer sa musculature, l'idée parfaite pour développer un moyen astucieux de gagner de l'argent. Nous sommes tellement concentrés sur la meilleure approche à adopter que nous n'agissons jamais. Comme l'écrivit Voltaire, le mieux est l'ennemi du bien. J'appelle cela la différence entre être en mouvement et être dans l'action. Les deux idées semblent similaires, mais elles ne le sont pas. Lorsque vous êtes en mouvement, vous planifiez, développez des stratégies et apprenez. Ce sont toutes de bonnes choses, mais elles ne produisent pas de résultats. En revanche, l'action est le type de comportement qui produira un résultat. Si je présente 20 idées d'articles que je veux écrire, je suis en mouvement. Si je m'assieds et j'écris un article, je suis dans l'action. Si je recherche un meilleur régime alimentaire et lis quelques livres sur le sujet, je suis en mouvement. Si je mange réellement un repas sain, je suis dans l'action. Parfois, le mouvement est utile, mais il ne produira jamais de résultat en soi. Peu importe le nombre de fois où vous allez parler à votre coach personnel, ce mouvement ne vous mettra jamais en forme. Seul le travail d'entraînement permettra d'obtenir le résultat escompté. Si le mouvement ne donne pas de résultat, pourquoi le faisons-nous ? Parfois, nous le faisons parce que nous devons planifier ou en apprendre davantage sur un sujet. Mais le plus souvent, nous le faisons parce que le mouvement nous permet de sentir que nous progressons sans courir le risque d'un échec. Nous sommes pour la plupart experts en esquive des critiques. Nous supportons difficilement d'échouer ou d'être jugés publiquement. Nous avons donc tendance à éviter les situations où cela pourrait se produire. Et c'est la principale raison pour laquelle vous vous mettez en mouvement plutôt que de passer à l'action. Vous voulez retarder l'échec. Il est facile d'être en mouvement et de se convaincre qu'on fait toujours des progrès. Vous pensez... Je mène actuellement des négociations avec 4 clients potentiels, c'est plutôt positif. Nous allons dans la bonne direction. Ou j'ai réfléchi à quelques idées pour le livre que je veux écrire, mais les choses prennent forme. Le mouvement vous donne l'impression de faire avancer les choses, mais en réalité, vous vous préparez à faire quelque chose. Lorsque la préparation devient une forme de procrastination, vous devez changer quelque chose. Vous ne devez pas simplement planifier, vous devez mettre en pratique. Si vous voulez maîtriser une habitude, la clé est de commencer par la répétition et non par la perfection. Vous n'avez pas besoin de définir toutes les caractéristiques d'une nouvelle habitude. Vous avez juste besoin de la mettre en pratique. C'est la première version de la troisième loi, la répétition. Combien de temps faut-il pour créer une nouvelle habitude ? La formation d'une habitude est le processus par lequel un comportement devient de plus en plus automatique par la répétition. Plus vous répétez une activité, plus la structure de votre cerveau se modifie pour devenir de plus en plus efficace dans cette activité. Les neuroscientifiques appellent cela la potentialisation à long terme, qui fait référence au renforcement des connexions entre les neurones du cerveau sur la base de modèles d'activité récents.
À chaque répétition, la signalisation d'une cellule à l'autre s'améliore et les connexions neuronales se resserrent. Décrit pour la première fois par le neuropsychologue Donald Hebb en 1949, ce phénomène est connu sous le nom de loi de Hebb. Les neurones stimulés en même temps sont liés. Répéter une habitude entraîne des changements physiques évidents dans le cerveau. Chez les musiciens, le cervelet, essentiel pour les mouvements physiques, comme gratter une corde de guitare ou manipuler un archet de violon, est plus gros que chez les non-musiciens. Les mathématiciens, quant à eux, ont plus de matière grise dans le lobule pariétal inférieur qui joue un rôle clé dans le calcul. Sa taille est directement corrélée au temps consacré à la discipline. Plus le mathématicien est âgé et expérimenté, plus la matière grise augmente. Lorsque des scientifiques ont analysé le cerveau des chauffeurs de taxi à Londres, ils ont constaté que l'hippocampe, une région du cerveau impliquée dans la mémoire spatiale, était considérablement plus volumineux chez leurs sujets que chez les non-chauffeurs de taxi. Plus étonnant encore, la taille de l'hippocampe diminuait lorsque le chauffeur de taxi prenait sa retraite. Tout comme les muscles du corps réagissent à la musculation, certaines régions du cerveau s'adaptent à mesure qu'elles sont sollicitées et s'atrophient lorsqu'elles ne sont plus mobilisées. Bien sûr, l'importance de la répétition dans la mise en place des habitudes a été reconnue bien avant que les neuroscientifiques ne commencent à faire des recherches. En 1860, le philosophe anglais George H. Lewes indiquait « En apprenant à parler une nouvelle langue, à jouer d'un instrument de musique ou à effectuer des mouvements inhabituels, on éprouve de grandes difficultés car les canaux par lesquels chaque sensation doit passer ne sont pas encore mis en place. » Mais à peine les répétitions fréquentes ont-elles débuté que ces difficultés disparaissent. Les actions deviennent tellement automatiques qu'elles peuvent être exécutées alors que l'esprit est ailleurs. Le bon sens et les preuves scientifiques s'accordent sur ce point. La répétition est une forme de changement. Chaque fois que vous répétez une action, vous activez un circuit neuronal particulier associé à cette habitude. Cela signifie que la simple intégration de vos répétitions est l'une des étapes les plus critiques pour codifier une nouvelle habitude. Ainsi, dans l'exemple cité précédemment, les étudiants qui avaient pris des centaines de photos ont amélioré leurs compétences, contrairement à ceux qui ont simplement théorisé sur des photos parfaites. Un groupe s'est engagé dans la pratique active, l'autre dans l'apprentissage passif. L'un était dans l'action, l'autre était en mouvement. Toutes les habitudes suivent une trajectoire similaire, de la pratique assidue au comportement automatique, un processus qu'on appelle l'automaticité. L'automaticité est la capacité à adopter un comportement sans penser à chaque étape, ce qui se produit lorsque l'inconscient prend le relais. Au début, une habitude nécessite beaucoup d'efforts et de concentration pour être efficace. Après quelques répétitions, elle devient plus facile, mais requiert toujours une attention consciente. Avec suffisamment de pratique, l'habitude devient plus automatique que consciente. Au-delà de ce seuil, le comportement ou la ligne de l'habitude peut s'exécuter plus ou moins sans réfléchir. Une nouvelle habitude vient d'être créée. Des chercheurs ont suivi le niveau d'automaticité pour une habitude réelle, comme marcher 10 minutes chaque jour. Le graphique présentant les résultats met en rapport l'automaticité et le nombre de jours, et on note que plus le nombre de jours augmente, plus l'automaticité augmente. La forme de ces graphiques, que les scientifiques appellent des courbes d'apprentissage, révèle une vérité importante sur le changement de comportement. Les habitudes se forment en fonction de la fréquence et non du temps. L'une des questions les plus fréquentes que j'entends est la suivante: combien de temps faut-il pour créer une nouvelle habitude? Mais ce que les gens devraient véritablement se demander, c'est combien de répétitions faut-il pour créer une nouvelle habitude? Il n'y a pas de formule magique pour calculer le temps nécessaire à la formation des habitudes. Peu importe que vous mettiez 21, 30 ou 100 jours à l'adopter, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle vous mettez en pratique votre comportement. Vous pouvez faire quelque chose 2 fois en 30 jours ou 200 fois. C'est la fréquence qui fait la différence. Vos habitudes actuelles ont été intériorisées au cours de centaines, voire de milliers de répétitions. Les nouvelles habitudes exigent le même niveau de fréquence. Vous devez enchaîner suffisamment de tentatives réussies jusqu'à ce que le comportement soit bien ancré dans votre esprit et que vous franchissiez la ligne de l'habitude.
En pratique, peu importe le temps qu'il faut à une habitude pour devenir automatique. Ce qui compte, c'est que vous preniez les mesures nécessaires pour progresser. Le fait qu'une action soit entièrement automatique reste secondaire. Pour créer une habitude, vous devez la mettre en pratique. Le moyen le plus efficace pour cela est de respecter la 3e loi du changement de comportement, facilitez-vous la vie. Les chapitres suivants vous montreront comment faire. Résumé du chapitre. La 3e loi du changement de comportement est la facilité. La forme d'apprentissage la plus efficace est la pratique, pas la planification. Concentrez-vous sur l'action et non sur le mouvement. La formation d'habitude est le processus par lequel un comportement devient de plus en plus automatique par la répétition. La durée pendant laquelle vous avez mis en pratique une habitude n'est pas aussi importante que le nombre de fois où vous l'avez mise en pratique.